Donc le point de vue du gériatre, je voudrais vraiment remercier les organisateurs d'avoir donné la parole à un gériatre. On est de plus en plus sollicité, mais toutes les spécialités n'ont pas fait leur chemin. Mais juste pour vous dire que la société change, on a même été invité en orthopédie à faire des communications. Et là, je pense qu'on touche au sublime, que les orthopédistes invitent des gériatres, c'est dire quand même que les mentalités changent. En tout cas, merci beaucoup parce que au lit du malade, chaque jour, peut-être pas, chaque semaine, il y a des interactions très fortes entre les réanimateurs et les gériatres, et c'est un petit peu le but de mon propos. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet. On voit donc sortir en fait des éditoriaux sur cette réflexion et cette problématique, mais est-ce qu'on en fait trop? Qu'est-ce qu'on fait des patients après? Et en fait, en gros, je vais parcourir un certain nombre de points qui est pourquoi se poser la question. Venir sur le point qui, pour nous, est le point clé en gériatrie, qui est la multimorbidité. Je suis désolé de dire que beaucoup de gériatres démissionnent de la clinique parce que c'est trop complexe pour se tourner vers des choses plus simples et antérieures. Des gériatres font de la fragilité, mais la fragilité est un concept qui n'est pas lié à la multimorbidité. Notre problème au lit du malade tous les jours, c'est la multimorbidité et ses conséquences. Je vous parlerai d'une expérience sur le périopératoire, en fait, qui est un peu la modélisation dont j'aimerais discuter avec vous après, cette notion essentielle qui est le parcours de soins, et on finira sur les questions non résolues, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, en tout cas pour essayer. J'annonce d'ores et déjà que 3-4 études ont été citées dans le topo précédent, donc il y aura des redondances, et peut-être même de certaines des diapos sont des diapos de Bertrand, mais voilà. Alors voilà, un exemple de patient en gériatrie. On est au petit matin, on arrive, il a refait le sol, il a refait la chambre du sol au plafond, il a tout démonté, il dort, puisqu'il a été agité la nuit. Est-ce que ce patient doit aller en réanimation si jamais il commençait un tableau gravissime? Personnellement, je ne sais pas. Spontanément, on aurait envie de se dire, il faut un moment, il faut quand même être raisonnable. Et je trouve que les gériatres, quand même, sont finalement assez raisonnables. Et alors que ce patient magnifique qui, lui, fait un problème, on va se dire, appelons immédiatement le réanimateur et sauvons-le. Évidemment, vous avez compris, c'est le même patient. C'est le même patient avec 15 minutes d'écart entre les deux. C'est-à-dire qu'on lui dit, monsieur, on se réveille, on se met au fauteuil, on s'habille. Juste pour vous dire que l'évaluation du patient âgé est extrêmement complexe, que le tableau qui a mené ce patient à la photo d'en haut est simplement un syndrome confusionnel qui répond à des causes, etc., vous savez. Mais évaluer le patient âgé est compliqué. Et ça, c'est un enjeu majeur dans les discussions que nous devons avoir. Alors, le vieillissement de la population, on va passer assez vite, tout le monde le sait. Les gériatres se frottent les mains puisque le segment qui progresse le plus, ce sont les plus de 80 ans, avec en gros 4% en plus chaque année, c'est cette courbe de la population. Et dans le papier qui a déjà été cité auparavant, qui est cette enquête nationale écossaise, on voit que alors que la tendance est à un vieillissement de la population, encore une fois, dans ces données rétrospectives à partir d'un registre, eh bien, on voit que les admissions des patients âgés étaient le segment qui diminuait le plus dans la population, ce qui au moins soulève quelques questions. Personne ne dit ils ont tort, ils ont raison, et puis les pratiques sont différentes selon les pays, mais en tout cas, on voit bien que ça n'est pas linéaire dans le même sens des deux côtés. Et donc, ça invite à se poser des questions. Et quand on regarde les chiffres dans ce papier sur la mortalité, eh bien, on voit que la mortalité qui attire le regard, c'est la mortalité des patients de plus de 80 ans. En pratique, un gériatre, on commence à plus de 75 ans. En moyenne, ils ont 85 ans. Et donc, quand je dirais patient âgé, c'est 85 ans en moyenne. Et on voit que la mortalité à 1 an après un passage en réanimation est de 52%, ce qui peut sembler absolument effarant. Autrement dit, devant une telle mortalité, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit peu de n'importe quoi, ça va pas. On se lance dans des procédures complexes, alors que le patient, il y en a 1 sur 2 qui ne sera pas là après, et on ne parle même pas de la qualité de vie. Eh bien, ces chiffres, il faut malheureusement faire avec. Ça, c'est un registre américain, 170 services de traumatologie, et en fait, qui positionne très bien la problématique. Vous avez en gros 4 groupes, c'est un papier donc de traumato. Prenons la référence qui est la référence du col du fémur, qui est une pathologie à laquelle je m'intéresse. Eh bien, vous voyez que sur les 11 000 cols du fémur, si la mortalité initiale est plutôt, on va dire, limitée à 3,6%, à 1 an, simplement sur la fracture du col, on est à 30% de mortalité. 30% de mortalité. Et après, quand on regarde le détail, là, on va dire que ceux qui sont, on va appeler ça des polytraumatisés, ce qui s'approche probablement plus des patients que vous avez en réanimation, une surmortalité initiale, certes, 20%, et puis on est à 40% pour 1 an. Et puis après, quand on rentre dans des paramètres qui sont typiquement gériatriques, eh bien, on voit que la vérité est dans ces 2 dernières lignes, c'est-à-dire que vous avez, dès lors qu'on est très comorbide, la mortalité la plus importante, de l'ordre de 44%, ou alors si je suis en perte d'autonomie ou je suis dépendant à un certain niveau puisque je suis en institution, la mortalité à 1 an est à 44%. Donc on voit bien que dans l'approche des patients âgés, qu'on s'intéresse à une typologie de patients filtrés par la traumato qui sont des très comorbides et des dépendants, les facteurs les plus intéressants, les plus pertinents, ce sont la multimorbidité et l'état fonctionnel, la dépendance, qu'il va falloir intégrer en fait dans le raisonnement comme des éléments majeurs.
Et donc l'idée, c'est de chercher à s'améliorer, parce que malheureusement, dès qu'il arrive quelque chose à un patient âgé vulnérable, la mortalité un an après est toujours très élevée. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est que le patient âgé, d'ailleurs je ne parle même pas de l'âge, ça ne nous intéresse pas, en fait le propos est vraiment ailleurs. La problématique c'est ça qui a été relancé par le papier 2012 là, dans le Lancet sur la multimorbidité, où on se rend compte tout d'un coup qu'à 85 ans, seuls 5% de la population n'a pas de pathologie. Et en fait, quand on regarde, on est à 3 à 5, voire 5 à 7 maladies chez les patients de plus de 80-85 ans. Et quand on regarde par le prisme de la fracture du col du fémur à droite, eh bien, on voit les pathologies qui nous posent des problèmes et des problèmes récurrents. 30% de syndrome démentiel, de la coronaire, de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, du diabète, de l'arthrose. Le problème de l'arthrose, c'est la limitation fonctionnelle, les antalgiques qu'on donne qui rendent confus, etc. Des antécédents de cancer, ça n'est pas que du cancer actif, plus du sensoriel, on est sur une population extrêmement vulnérable. En tout cas, quand on se pose des questions chez ces patients, essayons d'appréhender la multimorbidité. On sait faire le listing, mais c'est ce qui était soulevé dans la présentation juste avant, c'est d'accord, il a une hypertension, mais quel en est le retentissement, quel est le cœur dessous, on ne sait pas affiner ce genre d'informations. Et ensuite, l'autonomie, ces deux éléments sont les éléments déterminants de la qualité de vie, qui évidemment est le paramètre. En gériatrie, la mortalité ne nous intéresse pas tellement. Les deux critères clés sont l'autonomie, la qualité de vie. Si j'ai un espoir de ramener le patient dans un niveau de qualité de vie et d'autonomie satisfaisant, alors je me battrai. Si jamais il n'y a pas d'espoir d'améliorer les choses, eh bien on discutera de ce qu'on fait. Une classe de pathologie qui met vraiment le système de soins, en tout cas les hôpitaux, en difficulté, c'est le syndrome démentiel. Peu importe les chiffres, ça monte régulièrement, 600 000, 800 000, vous savez qu'on ne les connaît pas tous. Or, le syndrome démentiel a un impact majeur sur la prise en charge, parce que la gestion de ces patients est compliquée. Déjà, ils ont une présentation clinique atypique le plus souvent. En gros, chez un patient dément, toute pathologie aiguë va se présenter sous la forme d'un syndrome confusionnel, à peu de choses près pour être caricatural. Ensuite, c'est une variable pronostique dans bon nombre de papiers. Et puis, ce sont les grandes victimes du iatrogène, de la maltraitance également, mais du iatrogène. C'est vraiment la population la plus vulnérable aux médicaments. Et cette pathologie met les services en difficulté pour l'expérience que nous en avons dans la filière périopératoire de la pitié. L'orthopédie est l'exemple d'une spécialité qui a des difficultés à gérer les syndromes démentiels. Alors, il ne faut pas dire, oulala, qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Ils n'ont pas été formés pour ça, c'est juste cette problématique. Mais le syndrome démentiel est une comorbidité dont il va falloir tenir compte, y compris en réanimation. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi? Puisque vous savez que maintenant, on avance dans des diagnostics de syndrome prédémentiel ou alors des syndromes de démentiel qui sont débutants et que certains des patients avec des pathologies neurodégénératives débutantes, déjà ils n'évoluent pas tous à la même vitesse et certains ont 7, 8, 10 ans d'espérance de vie avec une qualité de vie relativement préservée dans les premières années. Donc le tampon attention syndrome démentiel, on ne prend pas, est quelque chose qu'il va falloir pondérer, là encore avec les informations que soulignait Bertrand, c'est-à-dire mais quelle est sa qualité de vie, quelle est son autonomie, comment ça se passe, c'est beaucoup plus pertinent qu'il a un tampon maladie d'Alzheimer. J'aime beaucoup ça, les préjugés et l'expérience. Je vous résume l'étude, c'est une étude de médecine d'urgence, où en gros d'un côté, le médecin fait sa prise en charge, discute pour tous les patients qu'il voit, est-ce que je le mets en réa, est-ce que je l'intube, est-ce que je fais de l'intensif, et de l'autre, un médecin spécialement pour l'étude, récupère les informations pour récupérer réellement le statut fonctionnel, le statut comorbide, etc. et essayer d'avoir des informations. Et l'étude compare les informations recueillies à la phase aiguë de la prise en charge du patient par le clinicien en charge et la réalité de ce qu'a pu récupérer un autre médecin. Regardez juste le résultat, il n'y a aucune corrélation entre le statut fonctionnel des patients selon l'entourage et le statut cognitif et la perception du médecin. Or, en analyse multivariée, l'âge, le statut fonctionnel et le statut cognitif sont les éléments clés de la décision médicale. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que réellement, je ne sais pas, chez un patient confus, qui se présente très mal physiquement, visuellement, je serais incapable de dire mais comment il est d'habitude, et c'est exactement ça. Alors le message de ça, évidemment, c'est de laisser sa chance au patient, bien évidemment. Alors on est dans un contexte très particulier qui sont les lits de réanimation, on n'en a pas autant qu'il faut. Mais en attendant, on voit que c'est difficile de récupérer des informations fiables. Or, pourtant, l'obtention d'informations fiables est l'élément déterminant pour prendre la meilleure décision pour ces patients, qui parfois sera « non, non, on ne va pas mettre ce patient en réanimation, il ne va pas y arriver, sa qualité de vie était très dégradée auparavant ». Autre difficulté liée à la comorbidité dont je parlais tout à l'heure, le syndrome confusionnel.
Le syndrome confusionnel met les services de chirurgie, puisque nous interagissons pas mal avec la chirurgie à la Pitié, met les services de chirurgie en difficulté. Ce sont ces fameux patients, et on en découvre parfois encore, maintenant beaucoup moins, avec une prescription à J1 en post-opératoire, contention 4 membres, qui va rester jusqu'à J14 tant qu'il est hospitalisé, et il partira avec un petit peu de neuroleptique en plus à la fin. Le syndrome confusionnel, donc, fait le lit de la pathologie iatrogène, mais vous voyez qu'en faire le diagnostic est aussi quelque chose de difficile. C'est vrai que c'est compliqué, surtout que la principale forme en termes de fréquence, ce n'est pas le patient agité qui va se faire assommer de médicaments, qui va se faire attacher, c'est la forme hypoactive qui également est de mauvais pronostic. Or, en réanimation, il y a des papiers qui sortent et qui montrent très clairement que le syndrome confusionnel est associé au pronostic, très probablement parce que derrière le syndrome confusionnel, il y a moins de capacité de réserve neurologique à affronter un événement, des comorbidités qui les favorisent, une agression plus importante, bref, c'est le témoin de quelque chose. Mais en attendant, la confusion nous met en difficulté et est un puissant facteur pronostic. La vraie question, c'est celle-là, et on la partage, sinon il n'y aurait pas cette session. C'est combien de temps pourra-t-on continuer à engager des frais lourds dans des prises en charge de qualité, techniques, coûteuses, chez des patients vulnérables et comorbides, sans s'assurer d'un aval optimisé au décours jusqu'au retour à domicile? C'est vraiment quelque chose qui me semble être le point essentiel, c'est cette notion de parcours de soins et puis d'améliorer l'évaluation. Très clairement, le nœud gordien est là, c'est-à-dire que vous allez faire de la super réanimation, de la haute technicité chez des patients qui vont passer le cap, et ensuite, sur un aval qui n'est pas adapté, qui est mon propos, sur l'aval inadapté, ce patient va faire un trouble de la déglutition réinhalée, ça va s'arrêter, je suis caricatural, etc. Dès lors, on ne peut pas imaginer qu'on fait une super intervention ponctuelle, et puis le reste après, on verra ce qui se passe. De l'intérêt de suivre des paramètres maintenant qui sont essentiels, qui sont les mortalités à distance, mais en tout cas, la notion la plus importante dont je vais vous parler, c'est la notion de parcours de soins. Est-ce qu'il existe une expertise gériatrique? Je vous la résume en une photo en haut à gauche, où vous avez donc, c'est la visite en UPOG, qui est l'unité dont je m'occupe, et à gauche, vous avez un homme, dont on dirait un PUPH dans l'attitude comme ça, très digne, bien posé, qui assiste à la visite et on dirait quasiment qu'il participe aux discussions. C'est évidemment un patient qui est complètement confus. Deux cas. Le premier, c'est vous lui dites, vous retournez dans votre chambre, une fois, deux fois, trois fois, il continue à sortir, c'est un déambulant. À la fin, il est sédaté, neuroleptisé, tout ce que vous voulez, il fait l'inhalation, la phlébite, etc. Et le deuxième, c'est de tolérer une certaine marge de trouble du comportement, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour les autres patients. Eh bien là, on va dire qu'une partie de l'expertise gériatrique, c'est la tolérance vis-à-vis de ces troubles du comportement et l'évaluation du rapport risque-bénéfice à chaque fois qu'on essaie d'introduire quelque chose. Après, le côté proactif dans la mobilisation, c'est le cœur du métier. Et si on devait la définir, je dirais que c'est la gestion de la multimorbidité, de la polymédication, dans le cadre de l'instabilité qui sont les pathologies aiguës, en préservant autonomie et qualité de vie. La phrase est très jolie, hein. Elle est de moi d'ailleurs, vous réunissez des gériatres dans un amphi, personne n'est d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est le fourre-tout auquel on pense à chaque fois. Or, vous savez qu'on fait tous, en gros, du iatrogène tous les jours. Quand je commençais les gardes à l'époque où j'en faisais plus, j'en fais plus maintenant. Je disais à l'externe, on va faire du iatrogène pendant cette garde, mais on va essayer de limiter les choses. Eh bien, il y a un iatrogène qui est une constante quand un patient âgé arrive à l'hôpital, c'est de le laisser au lit et de le regarder face au plafond pendant toute l'hospitalisation. Je ne me mets pas en réanimation. En réanimation, ils sont mobilisés vite dès qu'on le peut, mais dans le cadre de la médecine d'urgence, c'est un dogme. Je suis âgé, il arrive en marchant sur un fauteuil, on le met sur un brancard, et pendant les jours qui suivent, il va regarder le plafond, il ne marchera jamais. Or, on sait que ça, c'est typiquement la chose qui n'est pas très compliquée à faire, encore faut-il avoir du personnel, et qui est associée à des complications importantes. Donc, on fait tous du iatrogène en milieu hospitalier. La filière UPOG, en fait, c'est un concours de circonstances où on a constaté que la prise en charge des fractures du col du fémur et de la traumato des patients âgés, en fait, n'était pas satisfaisante. Et donc, avant même d'ouvrir le premier lit à la Pitié-Salpêtrière, nous nous sommes réunis, c'est-à-dire les orthos, les anesthésistes, les urgentistes, le SSR, donc la réhabilitation et les gériatres, pour définir des objectifs communs et essayer d'améliorer les choses. Et donc, on a créé, en fait, un parcours de soins qui commence aux urgences et qui finit en SSR, en fait, tout du long. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez aux urgences avec une fracture du col du fémur dans le modèle courant qui a tendance à disparaître? On arrive aux urgences, on est évalué par l'urgentiste, on fait intervenir l'ortho, on fait intervenir l'anesthésiste. Si on travaille bien, il est opéré dans les 48 heures. Mais après les 48 heures, qu'est-ce qui se passe? Il reste 10 à 12 jours, ce sont les données du PMSI, pendant lesquels, eh bien, c'est pas le temps des cerises, c'est le temps des comorbidités. Elles vont commencer à se décompenser sur des modes divers et variés. L'idée dans tout ça, je vends évidemment la gériatrie, c'est de faire un gros bolus de gériatrie à la sortie du bloc opératoire, c'est un peu le sauveur, pour en fait après n'appeler chaque intervenant que dans son domaine de compétences. L'idée en fait est de stabiliser les comorbidités et puis de se mettre en lien avec le SSR pour avoir un parcours le plus fluide et efficient.
C'est une double expertise, c'est une expertise transdisciplinaire entre urgentistes jusqu'au SSR et c'est une expertise aussi sur le service de gériatrie avec tous les métiers qui interviennent. Et les résultats dont je vais vous parler là, c'est en gros les résultats d'une étude où on s'est comparé sur du avant-après vis-à-vis de la prise en charge habituelle en orthopédie et ensuite on s'est comparé au PMSI sur en gros une prise en charge qui est axée sur des pratiques gériatriques qui sont quasiment banales, la mobilisation précoce, attention aux médicaments utilisés, les matelas anti-escar, attention à la déglutition, l'anémie, la confusion et la dénutrition. Quand on regarde les critères, donc là on compare la cohorte ortho et la cohorte gériatrique, vous voyez qu'il y a tout un tas de différences. Regardons des critères très objectifs, les escars, le fait de les mobiliser, la nutrition, je ne suis pas convaincu que c'est un impact immédiat, mais d'avoir des matelas à air, vous voyez qu'on divise par 3 le nombre d'escars. Et ensuite, quand on regarde les transferts en réanimation, on divise par 3 le nombre de transferts en réanimation. C'est extrêmement simple, c'est que un médecin occupé à gérer les comorbidités et à empêcher leur décompensation va limiter les transferts en réanimation. Quand on regarde les données sur la mortalité à 6 mois et sur les réhospitalisations, qui est un critère plus pertinent dans notre population, eh bien vous voyez, c'est ajusté sur l'âge, le sexe et les comorbidités, eh bien que le fait de passer dans un parcours qui associe les compétences dans le bon ordre permet de réduire la mortalité à 6 mois de manière significative et permet de réduire encore plus les réhospitalisations dans les 6 mois de manière très significative. Donc on se dit qu'on est sur la bonne voie. Attention que c'est une étude monocentrique. Et je peux juste vous dire que ça marche à la pitié. Mais en attendant, dans l'approche, on se dit qu'on est dans la bonne direction. Et ensuite, quand on se compare au PMSI, à gauche, la comparaison ortho avec la base PMSI, on voit qu'en orthopédie, il se passe ce qui se passe dans l'école du fémur en PMSI. Alors qu'en gériatrie, eh bien, on voit bien qu'il y a un décrochage très tôt, c'est-à-dire que quand il y a une prise en charge gériatrique précoce, eh bien, la mortalité intra-hospitalière diminue. C'est l'idée vraiment de stabiliser les comorbidités, au mieux de l'anticiper en préopératoire, mais sinon d'intervenir en post-opératoire immédiat. On parlait du syndrome démentiel tout à l'heure, eh bien, vous avez là, en fait, un élément de réponse, mais qui montre toute la complexité, c'est que dans le parcours UPOG, donc dans la cohorte de patients qui est la nôtre, on a regardé ce que devenaient les patients Alzheimer. L'hypothèse était, en gériatrie, on a la prétention de dire qu'on arrive à gérer les syndromes démentiels et on veut voir si c'est une comorbidité extrêmement importante. Et on retrouve ce dont parlait Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez à gauche sur la mortalité qu'il n'y a aucune différence entre les patients atteints de syndrome démentiel, connus auparavant, et les patients qui n'étaient pas déments. Par contre, vous voyez à droite que sur le plan fonctionnel, c'est dramatique, c'est-à-dire que, bien évidemment, les patients déments et encore pire, les patients qui avaient des troubles cognitifs non diagnostiqués, eh bien, passent beaucoup plus en institution que les autres. Donc, il reste des choses à faire, mais en tout cas, l'expertise gériatrique probablement permet d'atténuer l'impact du syndrome démentiel. Quand on présentait les résultats de ces travaux-là, de la filière UPOG, en particulier aux orthopédistes, ils prenaient ça pour une critique de leur travail en disant « Ouais, mais ça va, les gériatres, vous êtes gentils ». Et donc, j'ai fait cette diapo pour eux. Vous avez en haut donc la mortalité 6 mois en UPOG, la mortalité 6 mois en ortho, et puis ça c'est si les gériatres opéraient, d'accord, et là c'est si les gériatres anesthésiaient. Et donc vous descendez encore plus bas si vous mettez si les gériatres faisaient la réanimation. C'est exactement le même principe. Et donc le principe en fait de tout ça est très simple, c'est pas du tout le fil à couper le beurre, c'est qu'on change simplement de paradigme et que chacun intervient dans son domaine de compétences mais qu'on le fait ensemble. Et donc c'est cette approche-là qu'il faut développer. Il y a déjà des échanges extrêmement riches entre la réanimation, la gériatrie et les acteurs qui interviennent, mais en tout cas c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors que faire? Vous le savez, ça a été dit dans la présentation avant, la réalité c'est que la proportion des patients âgés a tendance plutôt à augmenter en réanimation, que c'est quelque chose de régulier, il faut s'y préparer avec l'évolution démographique, que probablement c'est une classe de population qui bénéficie plus que les autres, c'est comme dans l'insuffisance cardiaque, on les excluait au début des études de ce genre d'intervention, le bénéfice de la réa augmente avec l'âge. Et puis ce papier qui a été tout à fait commenté tout à l'heure dit très bien les choses, c'est que c'est bien de savoir à quel patient on a affaire. Là, vous avez l'évolution avant l'arrivée aux yeux, avant l'arrivée en réanimation des patients, donc des patients dont l'autonomie décline. La bonne question, c'est dans l'année qui vient, pourquoi ce patient décline et est-ce que je peux faire quelque chose? Et donc toujours se poser la question de savoir ce qui se cache derrière la perte d'autonomie. On le voit, en fait, en termes de mortalité, la perte d'autonomie, la dépendance est un puissant facteur de risque de mortalité à 1 an parce qu'il reflète la lourdeur des comorbidités, la vulnérabilité, vous pouvez tout mettre dedans. Et puis surtout, eh bien, le risque, c'est l'évolution, c'est qu'on perd de l'autonomie sur le plan fonctionnel après un séjour en réanimation. Et donc, on est très clairement sur une problématique majeure où la réanimation est associée à une perte d'autonomie et probablement cette perte d'autonomie est encore plus importante quand j'étais dépendant avant. De l'intérêt de savoir ce qui se cache derrière la dépendance pour anticiper, stabiliser, corriger et les amener à affronter un séjour en réanimation dans les meilleures conditions, mais surtout de l'intérêt d'intervenir le plus précocement possible à l'hôpital pour maintenir l'autonomie.
Alors voilà en fait la diapo qui est quasiment la diapo de conclusion sur ce qui nous attend. Ce qui nous attend clairement, c'est une collaboration raisonnée et un parcours de soins dédié. C'est-à-dire que pour un patient âgé qui est en réanimation, il est très clair qu'il faut se poser la question sur, ça c'est des problématiques que vous connaissez beaucoup mieux que les gériatres, quelle drogue je peux utiliser, comment gérer la confusion, les discussions éthiques qui doivent être partagées, en tout cas des collaborations extrêmement utiles, précises et concrètes. La gériatrie ensuite, c'est l'idée dans tout ça est de créer une filière de soins organisée avec une gériatrie qui a du répondant, c'est-à-dire quand on dit au bout de 48 heures que le patient n'a pas à rester en réanimation, eh bien on le récupère tout de suite en gériatrie et on met en place l'expertise gériatrique qui est schématiquement la gestion de la multimorbidité, la gestion des médicaments, des complications et puis ce facteur très proactif qui est la réhabilitation précoce, mais dont je sais pour en avoir discuté que ça commence déjà en réanimation. Et puis l'idée dans tout ça, en gros, c'est que en mettant en place un circuit efficace, on va permettre à la réanimation d'accepter plus facilement des patients qui sont un petit peu limites pour tester les limites du modèle et voir si on avait raison de prendre ces patients. Tout ça avec un SSR qui doit faire partie de la filière. C'est-à-dire, vous comprenez que dans cette organisation, si un seul des maillons de la chaîne dysfonctionne, toute la chaîne dysfonctionne. Si je n'ai pas l'aval de la gériatrie, qui elle-même est l'aval de la réanimation, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut d'ores et déjà travailler à la constitution de filières avec des acteurs impliqués sur une population particulièrement vulnérable et donc un circuit de confiance qui se met en place pour reprendre les patients en cas de problème. Mais sans cette approche, nous n'allons pas ouvrir forcément les lits de réanimation de manière tout à fait adéquate et adaptée à une population très vulnérable. En conclusion, la démographie va nous l'imposer. La multimorbidité et le recours à la réa justifient la mise en place de filières de soins raisonnées, associant tout le monde. La coopération entre services permettra de définir le bon patient pour le bon projet, reposant sur l'anticipation d'une autonomie et d'une qualité de vie. Merci beaucoup.